Yo, oh, oh, oh. Botena yo motozana boyebi yango na ye poyo kabela. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro de votre magazine Pensée congolaise. À travers ce magazine, nous scrutons bien sûr les publications des Congolais. Les Congolais qui donnent encore l'occasion aux générations futures de retrouver ce qu'ils ont pensé à travers leurs écrits. Voilà pourquoi ce jour, nous allons recevoir dans cette émission professeur Dr Nkere Tanda Kingi. Il vient de publier aux éditions L'Harmattan un livre qui a peut-être un titre qui pourra étonner certaines personnes, ça dépendra de la compréhension. C'est donc la clitorisation de la fille mouchi, antithèse de la mutilation féminine, génitale féminine. Ce livre est publié donc en 2016. Il faut noter en ce qui concerne l'auteur de ce livre, Dr Nkere Tanda Kingi. Il est donc professeur des sciences politiques et administratives à l'université de Kinshasa. Et ses recherches et publications portent surtout sur des questions sociopolitiques en vue de la démocratisation, de la légitimation et de la consolidation des systèmes de gouvernance en Afrique subsaharienne et en République démocratique du Congo pour un développement économique réel et une libéralisation politique effective. Professeur Nkere, bonjour. Bonjour. C'est votre livre, j'espère. Effectivement. Professeur Nkere, vous êtes professeur de sciences politiques et administratives. Vous publiez aux éditions L'Harmattan Clitorisation de la fille mouchi, antithèse de la mutilation génitale féminine. Pourquoi un tel titre? Merci beaucoup pour d'abord l'occasion et surtout pour l'insistance sur la clarification du titre, puisqu'en fait, vous n'êtes pas les premiers à réagir à ces titres. En tout cas, je peux dire que le titre s'explique par lui-même, car en fait, nous vivons aujourd'hui un phénomène très négatif qui consiste à un rituel traditionnel et qui vise les parties génitales de la femme. Et la pratique consiste à couper toutes les parties génitales, soi-disant pour confirmer la féminité de la femme. Et nous, conscients de la pratique chez les Bashi étant un peuple du Sud Kivu, qui justement fait le contraire de ce que les mutilations sont en train de faire, la boucherie qui est incarnée par cette mutilation sur le corps de la femme, eh bien, nous avons pensé qu'il était temps que le monde soit au courant de cet aspect positif d'un rituel qui vise les mêmes éléments, c'est-à-dire les parties génitales de la femme, avec la grande distinction qui est que, d'un côté, ceux qui coupent les parties génitales de la femme les font, entre autres, soi-disant, pour éliminer les plaisirs sexuels chez la femme. Oui. L'aspect libidinal est complètement ignoré et complètement rejeté pour les mutilations génitales. Alors, tandis que pour la clitorisation, c'est l'inverse. On veut justement renforcer la jouissance libidinale de la femme et partant équilibrer les rapports sexuels entre l'homme et la femme, où l'homme est continuellement perçu comme ayant monopolisé l'aspect libidinal. C'est dans ce sens-là que nous avons voulu amener la lumière là-dessus et surtout aussi rejeter les critiques qui sont faites contre l'Afrique, puisque les Occidentaux, quand ils parlent des mutilations génitales, on a tendance à jeter toute l'Afrique dans le même panier et à percevoir l'Afrique comme étant enfermée dans un obscurantisme
qui continuent à porter atteinte à l'intégrité physique de la femme. Alors que ce n'est pas le cas. Les Bashi font déjà l'exception. Chez les mêmes cas chez les Baluba, c'est les mêmes cas chez les Pende aussi, pour ne citer que ces 3 tribus-là. D'accord. Merci, professeur Kéré. Alors, c'est votre livre, 202 pages. Je vais à la page 93. À la page 93 de votre livre, c'est donc chapitre 4, vous parlez de l'initiation sexuelle de la jeune fille Mouchi. Aperçu historique sur les Bashi, les Bouchi et autres. Qu'est-ce que vous voulez démontrer à travers ce chapitre? Il y a, à la page 95, vous parlez de les pénétrations du Bushi, aussi bien par les réfugiés Tutsi que Hutu du Rwanda, qui étaient victimes de la tyrannie royale sous les dynasties féodales Tutsi au Rwanda, était donc continue. Cela fut le cas notamment suite aux expéditions punitives officielles par des groupes armés appelés Umuheto, c'est-à-dire milices populaires ou armées sociales. Alors, vous voulez dire que les Bashi viennent de ce côté-là? Bon, d'abord, je voulais démontrer que ces livres, de par son titre, a tendance à donner l'impression que tout est limité à ces titres-là. Et pourtant, pour parler du titre tel que présenté, je dois parler du peuple Bashi, puisque ce sont eux qui font la clitorisation. D'où, dans la présentation du peuple Bashi, j'aborde leur aspect social, culturel, politique et économique. Et c'est dans ce contexte que ces chapitres consistent en la présentation totale des Bashi. Maintenant, pour revenir à l'aspect que vous avez épinglé d'une façon particulière, eh bien, je dois dire ici que l'histoire s'est beaucoup répétée chez les Bashi, puisque aujourd'hui, au XXIe siècle, les Bushi est réduit au point de vue étendue territoriale, les Bushi est réduit au point de vue de la gestion même, donc rien ne va au Bushi aujourd'hui. Et cela est dû, entre autres, aux guerres que nous avons connues à l'est du pays. Mais la particularité du Bushi est que le Bushi a connu des incursions du Rwanda depuis des temps immémoriaux. Et le phénomène a été pratiquement le même, puisque quand on considère les territoires du Bushi, traditionnellement, les Bushi partent des montagnes de Mitumba au Katanga, c'est ça la frontière qui a au Bushi, les mêmes montagnes qui séparent les Katanga et les Kivu, et va jusqu'à la rivière Nabirongo, au Rwanda actuel. C'est là où s'est limité les Bushi. Les Bushi contenaient des territoires tels que Changugu, Gisenyi, qui étaient traditionnellement reconnus comme étant des parties à part entière du territoire du Bushi. Et c'est ça que Newberry, Mary et David Newberry, dans leurs écrits, identifient comme la démarcation du Nil, c'est-à-dire the Congo-Nile Divide. C'était une ligne qui démarque justement là où s'est limité les territoires du Bushi. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que aujourd'hui, dû à la conférence de Berlin, le Rwanda se retrouve avec des entités qui traditionnellement étaient des parties du Bushi. Et malheureusement, les incursions du Rwanda continuent encore jusqu'à nos jours en République démocratique du Congo. Et c'est là où je voulais faire référence à la manière dont l'histoire est en train de se répéter, comment sous les attaques de Umuheto, auxquelles vous avez fait allusion, qui étaient des milices du gouvernement, du pouvoir au Rwanda, qui avaient pour mission d'aller conquérir des territoires à l'ouest de leur empire, qui devient donc à l'est de notre pays, et ce qui est est pour nous et ouest pour eux. Donc c'est comme ça que j'ai fait référence à ça. Et c'est là où j'invite les lecteurs, ceux qui nous écoutent, et ceux qui auront l'occasion d'être intéressés au livre, de constater que ce livre est multi-sujet et multifacette. Nous parlons de la gouvernance dans ces livres. Pourquoi? Puisque la féodalité qui était les modèles de gouvernance chez les Bashi démontrent combien la gouvernance peut être rendue trop facile quand on comprend que souvent
c'est la distribution des richesses nationales d'une façon équitable qui est la clé à la satisfaction des gouvernés. Et c'est ce qu'on ne sait pas faire au Congo jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui se faisait déjà au Bushi sous la féodalité, où tout le monde avait accès au symbole du pouvoir et de la richesse qui était incarné par la vache. Donc, je parle de la gouvernance, je parle des aspects sociaux, je parle du, comment dirais-je, du renouveau culturel d'une façon générale. Et c'est pourquoi ce livre est vraiment très intéressant. J'espère que vous me permettez de dire anthologique. Il est vendu chez Asson et Frères. Je ne sais pas si c'est une violation, mais sinon, on les retrouve chez Asson et Frères, chez les alimentations Gigi, chez les alimentations Pelustor, ainsi que chez African Queen Librairie, ici en ville. Merci, professeur Ankere. Alors, je suis à la page 163, l'initiation sexuelle de la jeune fille Mouchi. Vous dites ceci, voilà, le développement précédent, c'est donc le chapitre précédent, dans le chapitre consacré à l'identification, la présentation analytique des concepts les plus récurrents dans ce travail largement clarifié. Cette notion de l'initiation qui a généralement été réduite à toute action consistant à donner à quelqu'un des connaissances qu'il ignorait jusque-là. Tandis que dans un contexte purement sexuel, il a été retenu qu'il s'agissait d'une transmission des connaissances à une jeune fille sans la mutiler sexuellement et en visant tout simplement à l'armer des outils psychiques, psychologiques, physiques, pratiques qui lui permettent bien sûr de mieux faire ou même d'exceller dans ce domaine du sexe dans un cadre purement conjugal. Alors, je voudrais savoir à ce niveau, ces rituels est donc permis chez les Bashi. Le rituel, j'ai le regret de le dire, était permis, puisqu'on l'a abandonné. Avec l'arrivée du blanc, eh bien, vous savez que le blanc a fait la tabula rasa ici par rapport à nos traditions. Alors, c'est comme ça que tout ce qui était retenu comme pratique traditionnelle, notamment en matière initiatique, était perçu comme étant satanique. Donc, à rejeter. C'est comme ça qu'on a pu abandonner ça. Même en coulisses, on a fini par tout abandonner. Néanmoins, quand nous présentons cette pratique, c'est dans le but justement de l'expliquer comme étant une pratique qui visait la maximisation des aspects libidinaux chez la femme. D'où c'était une pratique avantageuse de la femme, dans la mesure où la clitorisation, c'est-à-dire l'extension volontaire et continue du clitoris par la femme elle-même, avait pour finalité de maximiser sa satisfaction sexuelle et partant de la rendre, comment dirais-je, plus disponible pour un tel acte, notamment au point de vue même de son métabolisme qui était plus frais, étant donné la pratique de la clitorisation. Or, chez les Bashi, le concept était une femme qui pouvait être sensible, concevoir très facilement, était l'idéal, puisqu'on visait les enfants. Or, en Afrique, vous savez, vous connaissez la place de l'enfant. Plus on a de l'enfant traditionnellement, plus ça fait honneur. D'où toute femme qui pouvait me procurer beaucoup plus d'enfants était l'idéal. Et c'est comme ça que la clitorisation met la femme mouchi à ces niveaux-là. De par la pratique, elle se rend idéale au point de vue donc libidinal, quoi. Et c'est dans ce sens-là que nous pensons, en revenant à un point, peut-être nous allons encore l'adresser, en pensant au renouveau culturel, nous sommes vraiment de l'avis qu'il y a beaucoup d'aspects de nos pratiques traditionnelles qui doivent être reconsidérés, qu'on doit revoir avec attention et voir comment les intégrer dans le monde moderne, puisqu'à mon sens, le traditionnalisme n'est pas en conflit avec le modernisme. Alors pour l'opérationnalisation de l'initiation sexuelle de la jeune fille Mouchi, cette opération s'est subdivisée en 4 étapes principales. Vous avez parlé de Okushina, Emishino, je ne sais pas si je prononce bien, Nyalima, Okutwabana, l'autodéfloration, et puis Uko Soloma. Alors, comment s'est passé tout ça dans la société Mouchi? Bon, moi je pense que
c'est une partie du livre que j'aimerais bien réserver aux lecteurs. Je crois que le contenu de ces 4 aspects de l'initiation sexuelle est tel que l'audience, peut-être d'un certain âge, pourrait se sentir mal à l'aise. Néanmoins, dois-je dire que la première partie consistait justement en cette extension continue, c'est-à-dire la sage-femme qui supervisait ces pratiques encourageait les initiés de continuer à étirer cette partie-là de leur partie génitale afin de la rendre cette partie la plus longue possible. Puisque, je l'ai dit avant, l'entendement était que plus long le clitoris était, plus haut serait la libido chez la femme. Et plus haut serait la libido, plus facile serait la conception. Plus facile serait la conception, plus attendu serait, n'est-ce pas, ces enfants qui vont sortir de ces conceptions. Donc, c'est ça les rationnels. Et il y a l'intervention de certaines poudres, notamment la poudre fabriquée à partir de la chauve-souris, qu'on doit appliquer sur sa main afin de procéder à cet étirement continu. Il y a également l'endroit où l'activité doit se passer. Ce sont des rendez-vous qui se donnent entre les initiés et la sage-femme, des endroits qui ne sont connus que par les initiés, des endroits préférablement à côté d'une fontaine, compte tenu de l'usage de l'eau, soit pour se laver par la suite, soit pour faciliter ces pratiques. Deuxième pratique consistait en l'activité de contorsion des hanches de la femme. Comment maîtriser ces contorsions dans le but justement de créer une sorte de cocktail de pratiques qui puissent élever, n'est-ce pas, les relations sexuelles au profit de 2 partenaires qui participent. Il y a également l'autodéfloraison que j'ai trouvé vraiment bizarre, je dois le dire, quand on sait l'attention qui est traditionnellement accordée à la virginité de la fille dans l'ensemble des tribus, dans la majorité des tribus que nous connaissons, en tout cas selon mes lectures, c'est un aspect qui est trop valorisé, trop élevé. Il y a même des filles qu'on a attrapées en train de tromper qu'elles étaient vierges la veille du mariage, alors qu'en réalité, elles avaient déjà perdu leur virginité. Pourquoi? Puisqu'elles connaissent la valeur qui est attachée à ça. Et voir que chez les Baches, d'une façon délibérée, la fille devait procéder à sa propre défloraison, vraiment ça m'a complètement, comment dirais-je, sidéré et en même temps déboussolé, quoi. Mais, encore une fois, quand on parle de culture, quand on n'est pas de la culture, on ne peut pas parfois comprendre de la culture. Bien qu'il y a certaines pratiques, quelle que soit la non-appartenance, en tout cas, elles sont mauvaises. Et c'est comme ça que moi, je peux catégoriser cette partie du processus que je trouve vraiment inapproprié, quoi. Et enfin, il y a maintenant les koussoloma. Les koussoloma, c'est aussi un aspect que je trouve bizarre. En quoi consiste cet aspect? Cet aspect consistait en ce que chaque initié se trouve à la fin de l'initiation un homme avec qui elle aura continuellement des relations sexuelles, soi-disant pour qu'elle puisse maîtriser cet aspect avant d'entrer sous son toit conjugal. Moi, je trouve ça comme étant de la prostitution pure et simple. Surtout que les gens qui faisaient ça, les hommes qui étaient sélectionnés, qu'on appelle les basolomi, devaient apporter des cadeaux à ces filles-là au début de telles relations. Ce qui peut se traduire aujourd'hui, en fait, en un achat du sexe pur et simple. Néanmoins, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui ne comprends pas quel était le rationnel qu'avaient ces gens. Mais comme je venais de le dire, quel que soit ce rationnel, je trouve inapproprié que cette pratique ait été une fois maintenue. Mais enfin, d'une façon concise, ce sont là les 4 aspects de l'initiation. Dois-je cependant ajouter que
nous parlons de l'initiation sexuelle, mais quand la fille était initiée, elle n'était pas initiée seulement sexuellement. Elle était également initiée à la manière de gérer son foyer. Ok, donc peut-être ça, c'est une autre question à laquelle on pourra revenir. D'accord. Alors, on est en train d'atterrir petit à petit. Vraiment, ça va très vite. Ça va très vite. Oui. Alors, vous avez parlé ici d'un plaidoyer pour un renouveau culturel en République démocratique du Congo. D'abord, en ce qui concerne la mutilation, est-ce que c'est pratiqué en République démocratique du Congo? C'était aussi pratiqué dans la culture, dans la société des Bashi? Je dois me féliciter en tant que Congolais en disant que mes recherches n'ont trouvé nulle part en RDC où se pratiquait la mutilation génitale, le fait de couper les parties génitales de la femme. Ce sont des pratiques que nous rencontrons en Éthiopie, pratiquement au Kenya, en Tanzanie, Somalie, pour ce qui est de l'Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Guinée, Mali, Mauritanie, dans toute cette partie-là, 90% des filles sont mutilées. Et c'est pourquoi j'ai dit, je me félicite en tant que Congolais de constater que nos ancêtres ne se sont pas errés dans ce sens-là, mais pour ce qui est de la clitorisation, elle est pratiquée par plusieurs tribus du Congo, notamment les Bashi, les Baluba, les Lokele, ainsi que les Pende du Bandundu. Oui. Mais parlant du plaidoyer, c'est un cri d'alarme que nous lançons, puisqu'en fait, il y a un constat réel où nous observons une vraie perdition des jeunesses montantes par rapport au maintien de certaines valeurs culturelles. J'étais choqué de constater parmi mes étudiants, par exemple, que les gens ont difficile à vous dire leur territoire. D'où est-ce que vous venez? Quel groupement vous appartenez? Des choses que je trouve appropriées pour notre identité. Bien que certaines personnes parlent de la cosmo-citoyenneté, c'est-à-dire la citoyenneté universelle compte tenu de la mondialisation. Quand vous parlez à Zeke Botokuma, qui est un écrivain congolais basé aux États-Unis, ou encore à Sophia Mapa du Congo-Brazzaville, ou encore à Noiri Tellier et Betoua, ce sont des gens qui pensent que nous n'avons pas besoin de la valorisation de l'identité locale, que nous appartenons à l'univers, au cosmos en fait, d'où la cosmo-citoyenneté grâce à la mondialisation, et que nous ne devons plus payer de l'attention à la connaissance de son groupement, à la connaissance de sa langue maternelle. On doit ignorer ces aspects-là. Et moi, je dis non. Moi, je pense que pour maintenir notre identité, ce sont des aspects que nous devons protéger, notamment la connaissance de sa langue maternelle. Je dois féliciter les Baluba qui ont cette tradition-là de pérenniser, de passer la langue des générations montantes aux générations, générations présentes aux générations montantes, bien que ça diminue là aussi. Même chose chez les Nandes, mais chez les Baches, nous n'avons pas cette pratique-là. Moi-même, je parle les 5 langues, mais mes enfants ne parlent que le français. Et ils ne connaissent même pas ma langue maternelle. Donc, je suis en train de revenir sur des aspects qui peuvent renforcer notre identité et partant nous aider à ne pas nous perdre dans cette marmaille créée par la mondialisation. Voilà, professeur Kéré, nous allons bien sûr terminer cet entretien sur votre livre Clitorisation de la fille Mouchi, antithèse de la mutilation génitale féminine. Alors, si vous êtes demandé de dire un dernier mot, qu'allez-vous dire aux téléspectateurs? Le dernier mot, c'est d'abord d'inviter les lecteurs à découvrir toutes ces vérités d'eux-mêmes dans cet ouvrage qui se vend à ces 4 points que j'ai mentionnés. Je ne sais pas si vous me permettez de répéter que c'est chez Gigi, Alimentation Pelou, Alimentation à Soins et Frères, ainsi que African Queen Library, ici à Kinshasa. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je crois que c'est pour nous, les intellectuels, de songer à la manière de faire revivre nos valeurs culturelles et surtout comment les transmettre aux générations à venir, puisque nous ne devons pas perdre nos identités, à commencer par notre tribu, qui est une base de consolidation du nous national. On doit le renforcer, et c'est là où je félicite nos gouvernants pour avoir créé le ministère de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, qui est une preuve que l'ancienne citoyenneté avait échoué, d'où on avait besoin d'une nouvelle. Et c'est dans ce cadre que je pense que renforcer
l'aspect culturel va également renforcer cette renaissance de ces nouveaux citoyens. Donc, franchement, l'état étant toujours un problème avec les médias, j'aurais voulu dire beaucoup, mais je renvoie encore une fois les téléspectateurs oui, à découvrir même les livres en l'achetant et en nous contactant, les cas échéants, pour donner davantage de précisions sur les contenus. Merci, merci beaucoup, professeur Kéré Tanda, auteur de Clitorisation de la fille mouchie, antithèse de la mutilation génitale. Ce livre, vous l'aurez partout, dans tous les coins qu'il a énumérés tout à l'heure. Et vous aurez aussi le temps de pénétrer la culture de la fille, dans la société des Bachi ou Chi, je ne sais pas comment c'est comme ça le Chi. Alors, vous aurez quand même beaucoup d'informations sur ça. Alors, nous vous recommandons ces livres. Surtout les bâches. J'espère que les bâches vraiment. Voilà, c'est surtout eux. Ce sont eux qui doivent acheter ces livres. C'est une occasion pour eux. Il y en a qui n'ont pas eu le temps d'avoir tous ces éléments. C'est à travers ce livre ici que vous allez bien sûr le retrouver. Encore une fois, merci beaucoup, professeur. On pouvait prendre autant de temps, mais nous sommes contraints pour arrêter. Le livre est intéressant. S'il faut aller page par page, on prendra toute une année pour le terminer. Vraiment. Merci pour votre disponibilité. À vos téléspectateurs, merci aussi pour votre attention. On se retrouve prochainement avec un autre livre. Au revoir. Mbote na yo moto zana boyebi yango na ye mbote na yo moto zana boyebi yango na ye po yo kabelanga